Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie de Michael Zamès. Bonjour Michael. L'actualité de la semaine a bien sûr été dominée par la crise grecque et son irruption dans le G20 de Cannes. Georges Papandréou sommet de respecter les engagements de la Grèce sous peine de se voir couper les aides prévues. Les Européens ont détesté son idée de référendum. Le budget de la sécurité sociale adopté par les députés cette semaine, avec à la clé 500 millions d'économies. Aussitôt adopté à l'Assemblée, aussitôt modifié. Au Sénat, la Commission des affaires sociales l'a trouvé indigent, irresponsable, irréaliste, pas moins. Enfin, la première grande passe d'armes entre le gouvernement et la majorité socialiste du Sénat. Vif échange autour d'une proposition de loi socialiste sur l'école obligatoire à 3 ans. Un texte finalement retiré, on y reviendra. Et avec nous pour commenter toute cette actualité, évidemment dominée par la crise européenne, Alain Lamassoure, député européen UMP. Vous siégez pour le Parti populaire européen, ce que l'on appelle le PPE. Vous avez été ministre délégué des Affaires européennes et du budget sous le gouvernement de Alain Juppé, c'était à peu près en 1995. Au Parlement européen, vous êtes aujourd'hui le président de la commission du budget du Parlement européen. Vous, le spécialiste de l'Europe, pour vous, cette crise était-elle prévisible ? Le dernier épisode grec, non, pas du tout. Pas du tout, tout le monde a été surpris, y compris en Grèce. Puisque le Premier ministre grec, après cet accord laborieusement négocié, et que tout le monde avait jugé positif, le 27 octobre, il y a quelques jours, fait une conférence de presse devant ses médias nationaux, présente cet accord comme historique et inespéré, et explique qu'il va tourner définitivement. Alors, on va y revenir dans quelques instants. La page de la crise de la dette grecque. Et puis 3 jours après, tout seul, il prend une autre décision de caractère un peu fou. Non, ça c'était imprévisible. Par contre, la persistance de la crise, qui n'est pas une crise de la zone euro, qui n'est pas une crise de l'euro, contrairement à ce que disent de grandes voix en France et ailleurs, qui est une crise de la dette publique dans 12, 15 pays européens mal gérés et qui ont besoin de remettre en ordre leurs finances publiques. Voilà. C'est une série de crises nationales dans l'Union européenne. Ça frappe certains pays de la zone euro, ça frappe des pays qui ne sont pas dans la zone euro, ça n'a rien à voir avec l'euro. Je pense à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est une situation comparable à celle de l'Espagne. Et ça, tant qu'on n'a pas trouvé des solutions, qu'on n'avait pas trouvé des solutions durables, définitives, ça devait recommencer. On peut espérer que maintenant, on va plutôt vers une amélioration et une stabilisation. Allez, on y revient plus précisément. Georges Papandréou, donc cette semaine, bête noire de l'Europe. Sans consulter ses partenaires européens, vous l'avez dit, le Premier ministre grec annonce la tenue d'un référendum dans son pays pour faire valider le plan de sauvetage, inacceptable pour les dirigeants européens. Alors mercredi, avant l'ouverture du G20, Georges Papandréou est convoqué. La suite est racontée par Katia Gilder. Il est arrivé discrètement sur la croisette, invité surprise de ce G20. Georges Papandréou, convoqué en urgence par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. La séance d'explication a été brève, mais le message très ferme. Nous sommes prêts à aider la Grèce, mais cela implique que la Grèce, de son côté, remplisse ses engagements. Les décisions prises le 27 octobre sont les bonnes. Elles doivent être appliquées rapidement. L'ultimatum est clair. Si la Grèce n'accepte pas le plan européen, elle ne recevra pas les 8 milliards d'euros que ses partenaires doivent lui verser avant Noël pour l'aider à payer ses fonctionnaires. Mais en coulisses déjà, la possibilité de voir le pays sortir de la zone euro n'est plus tabou. La Grèce est à la fois quelque chose qu'on pouvait surmonter et en même temps quelque chose dont on peut se passer. Mais dans le pays, nouveau coup de théâtre. 2 députés du PASOK, le parti de Georges Papandréou au pouvoir, ont fait défection. Ils refusent le référendum et demandent des élections anticipées. À la veille du vote de confiance organisé devant le Parlement, le Premier ministre grec, lâché par ses propres troupes, a déjà perdu sa majorité. Alors Alain Lamassoure, quelle mouche avait donc piqué Georges Papandréou de vouloir organiser ce référendum ? Je ne sais pas, je crois que c'est un coup de folie, parce que entre le moment où il trouvait cet accord enthousiasmant et 4 jours plus tard, le moment où il propose de le jouer au dé par un référendum, sans consulter ni ses partenaires européens,
ni sa majorité parlementaire, ni son propre gouvernement, ni son propre ministre des Finances. Donc, bon, il y a eu un problème personnel. Oui, c'était une espèce de coup de poker. Moi, je n'irai pas très loin dans l'analyse psychologique de Georges Papandréou. Je voudrais essayer d'en tirer une leçon politique qui dépasse la Grèce. Nous voyons bien que, avec les problèmes à affronter actuellement, et avec d'ailleurs le nouveau traité européen qui s'applique depuis 2 ans, le traité de Lisbonne, le Conseil européen, les sommets européens sont amenés à prendre de plus en plus de décisions importantes, y compris dans des domaines qui restent de compétences nationales. Donc il faut le réformer. Il faut le compléter. Il faut le compléter parce que comment marche le Conseil européen? Ce sont nos grands dirigeants qui se réunissent à huis clos, qui débattent à huis clos, qui décident à huis clos et qui après annoncent voilà ce que sera ma politique budgétaire, voilà ce que sera ma politique fiscale, voilà ce que sera ma politique sociale. Nous sommes des démocraties. Ça n'est pas acceptable que le débat ne soit pas public. Il faut l'ouvrir à qui au moment de la prise de décision? Alors, moi, je fais une proposition très concrète, que chaque fois qu'il y a un sommet euro, il y ait en face un sommet gouvernemental, du gouvernement économique européen, il y ait en face un sommet parlementaire européen, avec le Parlement européen, mais surtout les parlements nationaux, les délégués des parlements nationaux, de manière à ce que puissent prendre parti et s'engager dans chaque pays, non seulement le parti au pouvoir, le PASOK de M. Papandréou, l'UMP en France, mais aussi le parti d'opposition, la Nouvelle Démocratie grecque, ou le Parti socialiste en France. Un relais parlementaire immédiat, en fait. Que ce immédiatement, soit au niveau européen pour que ou ces grands national. sujets donnent lieu à un débat public, que chacun prenne position, que chaque dirigeant gouvernemental, ou dans le cas de la France, le président de la République, dise publiquement quelles sont les positions qu'il prend et pourquoi, et explique ensuite son vote. Et cela responsabiliserait les oppositions, parce que dans cette crise, qui est une crise de la dette publique, lorsque nous prenons des engagements, lorsque M. Berlusconi prend un engagement, lorsque M. Papandréou prend un engagement, lorsque le président Sarkozy prend un engagement, les créanciers ont besoin de savoir, dans l'hypothèse où les intéressés perdraient le pouvoir, ça peut arriver, à l'occasion d'un vote démocratique, si l'opposition honorerait ses engagements. Vous parliez de Silvio Berlusconi, on a parlé également du cas grec. Pour aller au-delà, aujourd'hui, le prochain problème, c'est l'Italie. Dès aujourd'hui, c'est évidemment l'Italie. Il y a un risque majeur pour l'Italie et donc une contagion... Qui est très intéressant, parce que c'est un risque qui est plus politique qu'économique. Les fondamentaux économiques de l'Italie ne sont pas si mauvais que ça. Leur déficit est même inférieur au nôtre, mine de rien. Ils ont un endettement gigantesque. Ils ont un endettement gigantesque, mais qui est détenu par les Italiens et qui est comme ça depuis toujours. Bon. Sauf que nul ne sait ce que vaut aujourd'hui la signature de Silvio Berlusconi, compte tenu de sa situation politique en Italie. Et donc, ceux qui prêtent à l'Italie, qui ne sont pas des spéculateurs, les financiers qui achètent de la dette souveraine, ce n'est pas des méchants hedge funds, c'est au contraire les financiers les plus sérieux, les SICAV, les fonds de pension, les caisses de retraite, qui, dans leur statut, ont l'obligation d'avoir une majorité de leurs placements en bons pères de famille, et jusqu'à ces derniers temps, les meilleurs placements les plus sûrs étaient considérés comme la dette souveraine. Mais ces créanciers, ils ont besoin de savoir si ceux qui succéderont à Silvio Berlusconi dans quelques semaines, quelques mois en Italie, honoreront les engagements de Silvio Berlusconi. Le problème se pose aujourd'hui en France pour François Hollande et le Parti socialiste. Alors on va s'y intéresser, Alain Lamassoure. Que dit la gauche sur ce problème? Et bien sûr, le Parti socialiste, vous en parliez à l'instant, ils ont trouvé un angle d'attaque, ils s'en prennent à la mauvaise gouvernance de l'Union européenne. Écoutez ces réactions à l'Assemblée nationale. Quand l'économie française et l'économie allemande divergent, le couple fonctionne mal, et quand le couple fonctionne mal, l'Europe brinque-balle, nous y assistons. Il faut que les dirigeants européens, et singulièrement M. Sarkozy et Mme Merkel, comprennent que ce n'est pas simplement avec des accords laborieux et tardifs sur les finances publiques que l'on mobilisera le peuple européen. Il faudra le faire avec des perspectives, avec du sens. Alain Lamassoure, vous parliez d'un problème pour François Hollande et de positionnement pour le Parti socialiste. Cette mauvaise gouvernance, est-ce que c'est une façon finalement de s'en prendre à Nicolas Sarkozy, une façon déguisée de s'en prendre au président? Oui, bien sûr, ils sont dans le rôle d'opposants. Mais j'adore l'expression de Jérôme Cahuzac, président de la Commission des Finances, lorsqu'il dit, ben oui, les économies allemandes et françaises divergent. Mais pourquoi elles divergent? Parce qu'en 1998, au même moment, il y avait un gouvernement socialiste en France, Lionel Jospin, un gouvernement social-démocrate en Allemagne, Gerhard Schröder, et qu'au même moment, ces deux gouvernements ont pris des décisions radicalement contraires.
Du côté allemand, on se retrousse les manches, on fait plus d'efforts, on réforme notamment la sécurité sociale, on va en parler tout à l'heure, l'assurance maladie. L'assurance maladie allemande aujourd'hui dégage chaque année des milliards d'euros d'excédents. Et au même moment en France, eh bien, on baisse les bras, on passe aux 35 heures. Il y a 12 ans, la France avait une balance commerciale excédentaire, l'Allemagne était déficitaire. Aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance commerciale du monde, son excédent commercial dépasse celui de la Chine. Et la France... Le couple franco-allemand aujourd'hui, dans la crise que l'on a vécue, est-ce qu'il a été un moteur ou un problème? Il a été un moteur. Le problème, c'est qu'on a besoin encore du moteur franco-allemand, alors qu'avec le traité de Lisbonne, on a mis en place une autorité, et même plusieurs autorités, qui sont faites pour présider l'Europe. Il y a un président permanent du Conseil européen. Où est-il? Qu'a-t-il fait? Quelle impulsion a-t-il donné? Il y a un président de la Commission européenne. A-t-il mis des propositions sur la table? Et là, nous avons un problème de fond, je dirais, dans le fonctionnement des institutions. À défaut, heureusement qu'il y a eu le couple franco-allemand. Heureusement, sinon pour le coup on ne serait pas sorti de la crise. Avec quelques retards à l'allumage quand même, tout le monde a réagi un peu trop tard sur cette affaire grecque. Mais si vous voulez, la vérité de tout ça, c'est que dans la relation franco-allemande, ça tient un peu aux personnes. Ça a toujours été un peu comme ça. Moi je l'ai vécu du temps de Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, puis du temps de François Mitterrand et Helmut Kohl. C'est toujours les Français qui réagissent le plus vite. Ils ont plus d'inventivité, ils ont plus de créativité. Et les Allemands qui retiennent, c'est ça? Les Allemands, en l'espèce, ils freinaient, parce qu'à la fin des fins, si finalement les prêts que nous faisons ne sont pas remboursés, c'est l'Allemagne qui paiera plus que nous. Donc elle est toujours plus réticente. Évidemment. Mettez-vous à la place du chancelier allemand, ou de la chancelière allemande, qui se dit, si les Grecs ne remboursent pas, c'est les contribuables allemands qui vont payer à la place des contribuables grecs. Voilà. À la fin des fins, il y a un accord, et là où les Allemands sont meilleurs que nous, c'est que les Allemands, quand ils prennent une décision et qu'ils ont signé un accord, ils l'honorent, ils vont jusqu'au bout. Parfois, nous sommes plus... Un mot sur Nicolas Sarkozy. Vous avez mis quelques doutes par rapport à ses capacités à faire face à cette crise. Est-ce qu'aujourd'hui, vos doutes sont levés? Non, je n'ai pas du tout émis des doutes sur la capacité de Nicolas Sarkozy à faire face à la crise. Au contraire, je trouve que dans toutes les crises internationales qu'il a eu à gérer, elles ne lui ont pas manqué. Depuis la première, la guerre, qu'on a oublié maintenant, russo-géorgienne, pendant qu'il assurait la présidence du Conseil européen, la première crise financière, les Lehman Brothers. Elles peuvent l'aider dans le cas de 2012? Non. Une élection présidentielle ne se fait pas sur la politique étrangère. Par contre, il a montré des capacités de réactivité à la crise, une justesse d'analyse et une capacité formidable de conviction. Le G20 s'est réuni cette semaine. Le G20, c'est une invention de Sarkozy, dont les Américains ne voulaient à aucun prix à la fin 2008. Il a convaincu les 19 autres dirigeants mondiaux les plus importants de se mettre autour de la table. Il a une capacité de réaction formidable dans la crise. Par contre, je suis obligé de reconnaître que dans cette crise où on distingue les pays bons élèves qui sont bien gérés, comme l'Allemagne, et les mauvais élèves mal gérés, comme les pays méditerranéens, la France, elle est entre les deux, et la grande question pour nous Français, c'est de quel côté voulons-nous tomber? Est-ce que le spécialiste que vous êtes dirait quand même que Nicolas Sarkozy reste le meilleur président après 2012 pour gérer une crise qui est loin d'être terminée? Incontestablement. On va passer à présent au reste de l'actualité. On commence mercredi par le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Le budget de la sécurité sociale a été voté ce mercredi par les députés avec à la clé 500 millions d'économies. Le texte prévoit notamment de renforcer la lutte contre la fraude. En revanche, la piste d'un abaissement des indemnités journalières de congé maladie a été abandonnée. À noter que les députés du Nouveau Centre se sont abstenus lors du vote, budget déjà dépassé selon eux. Oui, budget dépassé, c'est d'ailleurs l'argument qui a été avancé au même moment par les socialistes au Sénat. Pendant qu'il était voté à l'Assemblée, le texte passait dans les fourches caudines des sénateurs de la Commission des affaires sociales. Il n'en est pas sorti indemne, c'est le moins qu'on puisse dire. La quasi-totalité des mesures a été rejetée. Explication de Cécile Sixiou.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté à l'Assemblée est-il déjà obsolète au Sénat? Mercredi, les députés ont adopté le budget de la sécurité sociale. Pourtant, quelques heures auparavant au Sénat, la commission des affaires sociales modifiait son contenu de fond en comble. Les sénateurs de la commission, majoritairement de gauche, jugent ce projet indigent, irresponsable et irréaliste, en ligne de mire des hypothèses économiques trop optimistes et notamment la prévision de croissance dépassée car basée sur 1,75% au lieu des 1% annoncés par Nicolas Sarkozy. Du coup, des amendements vont être déposés sur la quasi-totalité des mesures et la présidente de la commission ne garantit pas son adoption au Sénat. Même si nous arrivons à apporter, je vous dis, quelques amendements qui seront votés pendant la séance publique, avec mon groupe, je ne pense pas que nous le voterons et je pense que la majorité sénatoriale s'abstiendra sur ce texte. Oui, ça risque d'être sportif pour la séance publique. Un débat sportif, réponse dans l'hémicycle le 7 novembre. Encore une fois, la gauche compte imprimer sa marque au Sénat. Alors Alain Lamassoure, c'est à l'ancien ministre du budget que vous êtes que je pose la question. Est-ce que ce budget de la sécurité sociale est déjà caduc, indigent et irresponsable, dit-on dans l'opposition? Il faut sans doute adapter à la fois le projet de budget de l'État de 2012 et le projet de loi de finances de sécurité sociale aux nouvelles perspectives de croissance, puisque manifestement, ces budgets ont été bâtis sur la base d'une prévision de croissance de 1,75%, c'était très précis en 2012, et qu'aujourd'hui, le président de la République admet que ça ne dépassera pas 1%. Donc sans doute, il faudra... Est-ce que ça les atteindra vraiment, les 1%? J'en sais rien, je ne suis pas Madame Soleil. Mais il est clair que la croissance, hélas, va nous faire défaut. Et donc, il faut revoir les hypothèses économiques. La réforme de notre système de santé, ça devrait être une des grandes œuvres du prochain septennat, puisque l'assurance maladie est toujours en déficit de plusieurs milliards d'euros en France, ce qui veut dire que nous faisons rembourser nos grippes et nos rhumes de cerveau, en fait, par nos enfants. Et c'est un domaine dans lequel, il y en a d'autres, la comparaison franco-allemande est extraordinairement intéressante. On constate que, à niveau de santé et services de santé d'efficacité équivalente, l'Allemagne, le système allemand coûte infiniment moins cher et que, par exemple, pour donner un seul chiffre, alors qu'il y a 18 millions d'Allemands de plus que de Français, il y a 1 millier d'établissements hospitaliers, publics ou privés, de plus en France qu'en Allemagne. Vous voulez expliquer comment on dépense plus, on rembourse plus en France, c'est pour ça? Nous avons un système qui ne responsabilise pas suffisamment ceux qui décident de la dépense. En Allemagne, ils ont choisi un système qui est complètement différent du nôtre. Je ne recommande pas de prendre le système allemand. Mais ils ont choisi un système qui responsabilise les régions, les Länder. Elles ont l'obligation d'équilibrer, elles équilibrent, elles sont même en excédent. Nous sommes en déficit, il faut en sortir. C'est le fameux trou de la Sécu, il n'existe plus en Allemagne. Donc la gauche qui dit un projet indigent, irresponsable, irréaliste, vous êtes d'accord avec ce que dit le Parti socialiste? Ça s'applique assez bien au projet socialiste, ces adjectifs. Et ce n'est pas un jeu de mots, une plaisanterie de ma part. Non, mais ce n'est pas une plaisanterie de ma part. Parce que le projet socialiste a été conçu il y a 6 mois sur la base de prévisions de croissance dont ils espéraient à l'époque, ça n'était pas déraisonnable à l'époque, qu'elles pourraient être... Budget général, surtout, vous parlez des deux budgets. Budget général et budget. Les deux sont liés, puisque les recettes sont liées à la croissance économique. De 2,5%, il faut qu'ils revoient complètement leur projet. Mais ils vont revoir, François Hollande l'a dit lui-même, et Jérôme Cahuzac l'a dit lui-même. Il est mignon, il dit qu'il le revoit, mais il faut qu'il donne des précisions. Et j'espère que vous demandez des précisions pour le projet du Parti socialiste, ça n'est pas... sur le budget notamment? Mais bien entendu, sur le budget d'abord. Sur le budget d'abord. Et... je le redis, ça n'est pas moi spécialement qui le demande, c'est tous ceux grâce à qui la France peut financer ses fins de mois, son budget national et même les fins de mois de son assurance maladie, c'est-à-dire les prêteurs, les opérateurs financiers. Ils ont besoin de savoir si François Hollande honorera les engagements pris par le président de la République française. On doit trouver 8 milliards d'euros d'économies pour le prochain budget, on doit faire des économies, notamment peut-être une hausse de la TVA, ça serait une bonne idée? Je pense que nous serons obligés de faire une hausse de la TVA, je ne vois pas très bien. À l'égal du système allemand, comme vous le disiez tout à l'heure? À l'égal de ce que nous avons fait avec Alain Juppé quand j'étais ministre du Budget en 1995-97. On a augmenté de 2 points la TVA pour, en contrepartie, alléger
la fiscalité qui pèse sur les salaires, c'est-à-dire les cotisations salariales, ce qui était favorable à l'emploi et au salaire. Voilà. C'est ce qu'ont fait depuis les Anglais, c'est ce qu'ont fait les Allemands, tout le reste de l'Europe nous a imités. Aujourd'hui, le taux de TVA français, le taux principal à 19,6 est inférieur à la moyenne européenne. C'est l'impôt qui rapporte le plus. Contrairement à ce qu'on dit, ça n'est pas un impôt injuste, puisque les consommations, notamment alimentaires ou les plus sociales, sont frappées au taux réduit de 5,5%. Et donc, moi, je serai en faveur d'une augmentation du taux de TVA. Très rapidement, est-ce que l'ampleur de notre endettement n'exige pas quand même à terme une remise à plat de tout notre système fiscal? Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on parle de mesures sparadrap. Oui. Mais ceux qui disent c'est des mesures sparadrap, on attend leur proposition de fond. Parce que l'idée, oui, on va faire payer les riches. Mais enfin, il faut quand même savoir que notre impôt sur le revenu, qui a beaucoup de défauts, est payé dans des conditions telles que c'est 10% des contribuables qui payent 70% de l'impôt. Donc on peut demander un peu plus à ces 10% de contribuables. Mais ce n'est absolument pas à l'échelle du problème que rencontre aujourd'hui la France. Nous avons besoin d'une réforme d'ensemble de notre système fiscal. Alors Alain Lamassoure, on va passer à l'actualité du jeudi. Le premier gros clash au Sénat entre le gouvernement et la nouvelle majorité socialiste. Passe d'armes dans la nuit au Sénat entre le PS et le gouvernement, en cause la proposition de loi de la gauche prenant la scolarité obligatoire à 3 ans. Le ministre de l'Éducation nationale a tenté de bloquer l'examen du texte, invoquant l'article 40 de la Constitution. Cet article stipule qu'une proposition est irrecevable si elle implique une charge financière supplémentaire pour l'État. Échange très vif dans l'hémicycle, les premiers depuis le changement de la majorité. Julie Dingeloff. La proposition de rendre l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans a finalement été retirée au Sénat. Hier, le gouvernement avait invoqué l'article 40 de la Constitution qui empêche l'adoption d'une proposition créant plus de dépenses que de recettes. La Constitution, c'est la loi des lois, c'est la loi suprême. C'est notre règle à tous. Nous avons donc un devoir, c'est de la respecter. Depuis quand avoir la majorité, ça constituerait un blanc-seing pour violer la Constitution? Cette proposition de loi, si elle était adoptée, entraînerait une surcharge de dépenses pour l'État de 1,3 milliard d'euros. Pour la gauche nouvellement majoritaire au Sénat, il s'agit d'un véritable coup de force politique, une gifle à l'institution sénatoriale, d'autant plus que le texte avait reçu l'accord du gouvernement pour être inscrit à l'ordre du jour. Cette manœuvre juridique du gouvernement montre le peu de cas que le gouvernement fait du Parlement. Ça traduit, je dois le dire, la manière dont le gouvernement méprise les parlementaires comme il méprise tous les élus de notre pays. Un geste très politique. Les prochaines séances de la Haute Assemblée risquent d'être animées. Alain Lamassoure, le ministre de l'Éducation a-t-il eu raison d'interdire ce projet de loi? De s'y opposer, oui, bien sûr. Pour des raisons financières? Oui, comment le financer? C'est pas le moment. C'est pas le moment. J'ajoute que ce qu'on appelle l'article 40 est tout à fait opposable. Le général de Gaulle a c'est une proposition de loi. Oui, c'est ça. Enfin, le général de Gaulle a introduit dans la Constitution de la Ve République une disposition selon laquelle un parlementaire ne peut pas déposer un amendement ou une proposition qui aurait pour effet d'augmenter les dépenses de l'État. Donc on ne peut pas se le payer. Sans trouver la contrepartie. Sans trouver la contrepartie, bien entendu. Sinon, on peut le financer par une contrepartie, réduction d'une dépense ou augmentation d'un impôt. Ça n'était pas le cas, semble-t-il, dans cette proposition de loi. Alors vous êtes député européen, mais vous avez quand même un œil sur ce qui se passe en France. Ce Sénat de gauche qui met en difficulté le gouvernement, vous y attendiez certainement, mais à ce point-là? Oui, bien sûr, c'est normal, c'est le jeu démocratique. Moi, ça ne me choque pas du tout et je trouve ça très sain. Et j'ai une suggestion à faire aux sénateurs, à la nouvelle majorité sénatoriale. Un des handicaps majeurs de notre pays, je reprends la comparaison avec l'Allemagne, c'est le coût fantastique de notre système administratif, de notre pyramide, de notre couche de collectivités territoriales. Nous avons au sommet l'Europe, l'État, la région, le département, les intercommunalités et la commune, avec des doubles emplois dans les compétences. Et en face de ça, nous avons même une autre hiérarchie parallèle. Par exemple, la gestion des fonds européens que je finance, elle est traitée à la fois par les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, et en face par le préfet de région, le préfet de département, le sous-préfet. Mais on est l'intercommunalité, justement, on en a examiné cette semaine au Sénat. On est fou. Et ceci nous coûte un argent considérable. Ce qui fait que, si l'on additionne les fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires de toutes les collectivités locales, la France a autant de fonctionnaires que toute l'Allemagne
alors que l'Allemagne a 18 millions d'habitants de plus. Enfin, il faut mettre le système français au régime Mansur. Elle existe, cette réforme territoriale, ça a été même un des grands chantiers de Nicolas Sarkozy. Vous me devancez. Nicolas Sarkozy et le gouvernement ont voté la première étape de cette réforme consistant à rationaliser et notamment à préparer la fusion entre les départements et les régions. Et la gauche veut remettre tout ça à plat. J'attends avec impatience les contre-propositions de la gauche en espérant qu'elles iront dans le sens de la simplification, de la clarté pour le citoyen électeur qui n'y comprend rigoureusement rien, et naturellement des économies parce que nous avons là des frais généraux de la nation, un gaspillage budgétaire considérable. Sûrement vous entendre, d'autant qu'ils sont en discussion en ce moment sur le sujet et bientôt sur le conseiller territorial. À nous seuls, nous Français, nous avons plus du tiers de toutes les communes européennes. Il y a 91 000 communes en Europe, dans les 27 pays, dont 36 000 en France. Allez, on termine rapidement avec l'action qui a visé cette semaine les locaux de Charlie Hebdo. La rédaction de l'hebdomadaire satirique a publié un numéro spécial rebaptisé Charia Hebdo a été détruite dans la nuit de mardi à mercredi par des jets de cocktails Molotov. Le site internet du journal a également été piraté, un acte qualifié d'attentat par les responsables politiques. Un mot peut-être, Alain Lamassoure ? Je partage naturellement l'indignation, c'est inqualifiable. En même temps, faisons attention à éviter des provocations à l'égard des religions et notamment de la religion musulmane. Vous pensez que ça en a été une ? Vous avez vu Faisons attention, on a vu ce qui s'est passé au Danemark. Faisons attention, d'autant que on ne fait pas ça envers toutes les religions. Personne ne peut se permettre de caricaturer la religion juive comme on caricature la religion catholique ou maintenant la religion musulmane. On sait pourquoi. Faisons attention. Il y a des sensibilités. Nous avons beaucoup de musulmans en France. Si nous voulons les aider à se sentir complètement à l'aise en France, dans cette période difficile, évitons les provocations. Et puis nous espérons que d'ici quelques années, les musulmans pourront rire d'eux-mêmes et de leur religion, comme moi, catholique, je le fais de ma propre religion. Ça n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, merci d'être intervenu avec nous dans cette émission. Merci Aude. Oui, nous nous retrouvons non pas la semaine prochaine pour cause de 11 novembre, mais la semaine suivante. Bonne semaine. Bonne semaine, au revoir.